Amis auditeurs, bonsoir. Dimanche 2 décembre 2018, Radio PCRDA en partenariat avec Radio Afrique 2050 reçoit ce soir le ministre Éric Kaye. Pour vous, amis internautes qui nous suivez en direct sur les réseaux sociaux, et aussi pour vous, amis africains qui nous suivez sur Radio Afrique 2050 depuis les États-Unis et le Canada. Né le 13 février 1955 à Guitozon, Éric Victor Plourou Kaye est titulaire d'un baccalauréat série C et d'une maîtrise en mathématiques. Après avoir réussi au concours d'entrée à l'Institut national d'informatique de gestion, il en sort ingénieur informaticien et exerce plusieurs hautes responsabilités au ministère de l'économie et des finances avant d'entrer au gouvernement ivoirien en janvier 2001 pour le compte de l'UDPCI. Il y occupera les postes de ministre du Commerce de 2001 à 2002 pendant 1 an, 6 mois et 12 jours, puis le ministre de la Réforme administrative de 2003 à 2005 pendant 2 ans, 9 mois et 12 jours et 15 jours. C'est ce brillant intellectuel, charmeur et père du logiciel SOLD en 2000, logiciel de paie des fonctionnaires de l'État ivoirien, que nous avons l'honneur de recevoir ce jour. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue dans les locaux, dans les plateaux de Radio PDCIRDA. Bonsoir, chef Ragatina. Alors, j'aimerais, à l'entame de cet échange, vous présenter au nom de Radio PDCIRDA nos condoléances pour la récente perte de votre sœur aînée. Oui. Et vous dire aussi merci pour l'honneur que vous nous faites d'être avec nous ce soir. Je voudrais aussi vous remercier pour cette attention particulière qui me touche. Nous sommes des hommes de devoir et où le devoir nous appelle, nous devons être présents parce qu'il y va de l'avenir des jeunes générations. Merci. Alors, avant de parler de l'AIRD, votre parti, en octobre 2006, vous quittez avec fracas l'UDPCI. Alors, nous aimerions savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé ce départ de l'UDPCI? Ok, le départ de l'UDPCI a été à la fois déchirant, mais en même temps motivé par les contraintes de ma conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est un péché. Nous avions eu l'honneur d'être parmi les membres créateurs de l'UDPCI autour du général Robert Gueye, paix à son âme, qui nous a porté largement son estime et son affection. En créant l'UDPCI, notre objectif était clair et net, autour des ministres Dion Sadia, Paul Guidibo, Paul Lakoto, Daniel Claveri. Le président Gueye Robert venait de perdre le pouvoir dans des conditions que l'on sait. Notre objectif était de faire en sorte que personne ne vienne le tenter par l'aventure des armes. Et qu'il fallait donc mettre à sa disposition un outil politique qui puisse lui permettre de s'exprimer et que ce moyen d'expression puisse lui permettre de participer efficacement à la démocratie. Après les événements de septembre 2002, notre parti s'est trouvé divisé entre deux tendances. Une qui se disait républicaine et qui avait créé donc un courant qu'on appelle donc l'IRD, l'Initiative républicaine et démocratique. Et l'autre qui était partie prenante de ce qu'on appelait à l'époque le G7, c'est-à-dire les 7 signataires des accords de Marcoussis sur les 10 qu'ils étaient. Et parmi ces 7 signataires de l'accord de Marcoussis, il y avait donc 4 mouvements qui étaient donc des mouvements armés. Vous comprenez que l'idéal républicain qui est le nôtre ne pouvait pas nous permettre de cohabiter au point d'être les défenseurs politiques de la branche armée de la rébellion. Et nous avions souhaité que l'UDPCI se détermine de façon précise dans ce combat qui était la Côte d'Ivoire et qu'il fallait, nous, avoir donc une neutralité républicaine à défaut de pouvoir soutenir les institutions, non pas nous être du G7 pour être donc, disons, l'élément catalyseur des revendications de la rébellion. Et nous avons donc créé donc ce courant politique que nous avons transformé par la suite en parti politique. Lorsque nous avons perdu, avons la bataille de contrôle de l'UDPCI, contrairement à ceux qui pensaient que parce que nous avions un courant, nous étions soutenus par le parti au pouvoir qui était le FPI ou le président Laurent Gbagbo.
c'était bien eux qui avaient plus de moyens que nous, qui avaient les moyens de l'État, donc pour le contrôle du parti. Et à ce jour, nous avons transformé ce courant donc, en un parti politique à partir de 2010, qui est aujourd'hui l'AIRD, qui est l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie. Leurs arguments en son temps, c'est que le général Robert Guéhi ne pouvait pas être un élément de secours pour apporter un soutien à la rébellion, étant donné qu'il avait quitté de façon lancée le pouvoir quand il a estimé qu'il avait gagné et que la rue a grondé, il est parti. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est particulièrement démocrate. Et nous ne pouvions donc pas, disons, lier l'image de cette illustre personnalité, fut-elle plus en vie, à un combat qui était un combat qui se faisait par les armes. C'est pour ça que nous avons quitté donc l'UDPCI pour fonder la IRD. C'est l'occasion pour moi de faire taire toutes ces accusations farfelues qui se sont donc déroulées à Djokwe, parce que nous avions eu en son temps une politique de proximité, de terrain qui nous avait permis de gagner le cœur de tous nos compatriotes dans le département de Djokwe. Et pour casser cette ascension, on nous a collé, disons, d'être l'aile militaire avancée de l'UDPCI, ce qui n'était pas le cas. Sinon, nous n'en serions pas partis pour créer un parti politique. Mais ça, c'est juste une parenthèse que nous pouvons rapidement fermer. Alors, aujourd'hui, comment se porte l'AIRD et comment est-ce que vous pourriez présenter ce parti aux Ivoiriens? L'AIRD se porte plutôt bien, je dois avouer, en raison donc de la spécificité de son parcours. Parce que pour être aussi en bonne santé avec les coups que nous avons reçus, il faut vraiment être un parti dont les militants ont le sens donc des convictions, ont le sens de l'engagement. Nous avons donc nous avons porté ce parti sur les fronts baptismaux, disons, en 2006. Nous avons organisé un important congrès en 2009. Et de 2006 à 2010, vous avez donc vu qu'il y avait donc la bataille pour les élections présidentielles. L'AIRD avait été choisi à travers son président pour être le porte-parole du CNRD, le Congrès national pour la résistance pour la démocratie. Et nous avions estimé par esprit de loyauté et de clarté que faire la promotion de l'AIRD en même temps qu'on faisait la promotion de la candidature du président Laurent Gbagbo, cela pouvait être un gaspillage d'énergie étant donné que ce tournant était un tournant décisif pour le pays. Donc tous les militants de l'AIRD ont fait chorus autour donc, du président Laurent Gbagbo, l'ont choisi pour être donc leur candidat à l'élection de 2010. Ce qui explique par la suite aujourd'hui pourquoi nous avons cette loyauté, parce qu'on ne lâche pas un soldat que l'on a envoyé au front et qui se retrouve entre les mains de l'adversaire. Et nous avions donc pour projet de faire en sorte que, passé les élections de 2010, nous puissions nous consacrer donc à notre parti pour l'implanter efficacement. C'était sans compter avec donc la fin donc de cette élection, la crise post-électorale, qui nous a donc conduit certains cadres, dont le président du parti, en exil. Et étant en exil, la difficulté de notre absence sur le terrain s'est fait ressentir, mais malgré cela, le noyau de militants qui est resté et ceux qui nous ont rejoints par la suite ont vraiment fait montre d'une implication réelle sur le terrain. Avouons également que l'existence des réseaux sociaux et des nouveaux moyens de communication nous a beaucoup aidés. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis, pendant que vous êtes en train de m'interroger, moi, sur mon lieu d'exil. Donc, de la même façon que vous faites avec moi, nous avons de la même façon organisé nos réunions, nous avons organisé la proximité avec nos militants. Et nous devons avouer que le parti se porte très bien. Il se porte d'autant bien que notre démarche, c'est de faire le moins de bruit possible afin que lorsque les autres se rendront compte de notre capacité de mobilisation, il soit trop tard pour nous contrecarrer. Et aujourd'hui, je pense qu'il est déjà trop tard pour nous contrecarrer parce que notre parti est implanté dans les plus petits hameaux de Côte d'Ivoire. Et c'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à tous ces militants, à notre secrétariat général, au vice-président. Je ne citerai pas de nom pour ne pas faire de jaloux. Comment le présenter aux Ivoiriens? C'est un parti de progrès. Et notre slogan, c'est le progrès pour tous. Notre programme aussi, un de nos programmes, c'est de dire aussi que faisons la politique autrement. Et que dans cette façon de faire la politique, même adversaires, nous devons être les partenaires de la démocratie. Donc pour nous, le plus important d'abord, c'est de faire en sorte que nous puissions faire la promotion de la démocratie avant de gagner. Gagner sur des ruines de la démocratie ne servirait à rien pour nous. Et le progrès partagé donc, nous a amené à créer ce que nous avons appelé le filet de sécurité sociale pour combattre le tribalisme. C'est un des volets simplement que je vous évoque là, que nous vous évoquons. Quand aujourd'hui un Ivoirien
moyen a une difficulté pour la scolarisation de son enfant, pour aller à l'école, la seule personne à laquelle il peut s'adresser, même pour se soigner, même pour faire face à un problème de logement, la première personne à laquelle ça s'adresse, c'est son parent direct, ou c'est le ressortissant de son village ou de sa région. Donc, vous convenez avec moi qu'une telle personne qui n'a d'interlocuteur que sa famille biologique ou sa famille ethnique ne peut pas penser à la République lorsqu'il s'agit d'aller voter. Donc, c'est en proposant aujourd'hui un minimum de solidarité au travers d'un filet de sécurité sociale que nous pouvons combattre le tribalisme. Il ne suffit pas de le dénoncer simplement, il faut donc le combattre. Nous estimons aujourd'hui que par rapport à ceux qui se contentent de faire des promesses sur l'endettement, nous voulons que les Ivoiriens se mettent au travail de façon volontaire et disciplinée. Nous avons aussi créé le concept ici de la CEMAP, c'est-à-dire c'est donc les coopératives de mécanisation de l'agriculture paysanne, qui n'a rien à voir avec les institutions et les sociétés budgétivores qui disent donc mécaniser l'agriculture en apportant des machines aux paysans. Nous voulons donc une mécanisation de proximité. Lorsque vous parcourez les villages de Côte d'Ivoire, vous vous rendez rapidement compte qu'il y a une école dans chaque village. Cette école donc emploie 6 instituteurs et un directeur, ça fait donc 7 cadres de la nation. Nous voulons mettre dans ce village juste un tracteur, un technicien pour le conduire et un technicien pour l'entretien. Il est évident que le tracteur qui va travailler va certainement s'abîmer, mais il ne s'abîme pas sans avoir produit son amortissement. Donc l'amortissement, c'est quoi? C'est l'argent que l'on met de côté pour remplacer l'outil de travail lorsque cet outil s'abîme. Nous estimons que le président Félix Houphouët-Boigny a fait une politique pour le développement du cacao. En son temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à chaque paysan, lorsque vous produisez 1 hectare de cacao, je vous donne un soutien financier de 50 000 francs à l'époque. Et ce soutien financier, le président Félix Houphouët-Boigny savait où il devait le sortir. Il devait le sortir sur le 2US, c'est-à-dire le droit unique de sortie à l'exportation de cacao. Nous estimons que lorsque vous mettez un tracteur à la disposition d'un village et que vous solidarisez donc la production à l'intérieur au niveau de ce village, le tracteur va utiliser du personnel qui va payer, mais forcément, vous sortirez des produits agricoles que vous allez vendre sur le marché et que ce sont ces produits agricoles qui vont donc permettre à qu'on appelle de payer les frais du tracteur. Donc, il n'y aura pas donc une équipe bureaucratique, budgétivore à mettre en place. Il y aura simplement à faire en sorte qu'on ne puisse pas demander à des jeunes qui ont bac+5 de retourner à la terre pour tenir la maquette. C'est irréaliste et c'est surréaliste. Ce n'est pas, disons, une politique de gestion. Donc, c'est la réflexion du fils de paysan que nous sommes, des enfants de paysans que nous sommes. C'est la réflexion de celui qui a été boursier du CP1 jusqu'à la fin de ses études, qui est mise aujourd'hui sur le plateau pour que nous puissions en discuter librement, de façon à garantir la souveraineté de notre pays. Parce que, comme vous pouvez bien le constater, vous ne pouvez pas parler de souveraineté d'un pays qui n'a pas la possibilité de défendre son économie. Et tous ces problèmes aujourd'hui que nous avons, pour vous qui êtes du PDCI et qui vous réclamez donc de Félix Houphouët-Boigny, il avait dit que si vous n'avez pas d'indépendance économique, vous ne pouvez pas avoir d'indépendance politique. Et c'est en assurant à nos populations le minimum pour leur propre consommation quotidienne, de façon à ce qu'ils puissent se nourrir d'abord par l'agriculture paysanne, que les produits de l'exportation, les produits de rente vont être une ressource financière qui va donc apporter des devises qui seront utilisées pour des investissements de production. Il ne sert à rien de demander à un paysan de produire 10 tonnes de cacao pour que les 10 tonnes de cacao servent à acheter 10 tonnes de riz des autres États. Il n'aura vraiment rien fait. C'est-à-dire qu'il aura été simplement le métayer de l'État. Le métayer de l'État, vous savez, les métayers, c'était cette ancienne formule où des paysans travaillaient pour des seigneurs qui leur assuraient la sécurité. Il aurait été le métayer de l'État, en ce sens que l'État, lui, va se graisser sur le dos du paysan avec le 2US, le droit unique de sortie. Le paysan, tout ce qu'il récolte de sa production, même si le prix va être à 1000 francs le kilo, tout ce qu'il récolte, c'est pour acheter du riz, c'est pour acheter donc ses besoins primaires. Finalement, qu'est-ce qu'il aura été? C'est l'État qui se sera enrichi forcément sur le dos du paysan, qui aura délaissé les cultures vivrières pour se mettre sur les cultures de rente. Donc, c'est un programme homogène qui suppose donc la lutte efficace contre la corruption, parce que vous ne pouvez pas laisser l'évasion financière aussi importante, mettre en place un régime
d'enrichissement d'une classe et d'un clan et puis penser pouvoir développer un pays. Ça n'existe nulle part. Et la plupart du temps, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons eu des larmes aux yeux, nous sommes partis à Nice. Nous avons vu l'édifice d'un président, d'un ancien président qu'on appelle africain, qui est mis sous séquestre et qui est aujourd'hui géré pour que l'argent revienne à des ONG européennes. Donc, il a bâti une fortune, il a pillé son pays, il a construit des bâtiments dans un pays européen. Et ces bâtiments aujourd'hui servent à alimenter des ONG européennes qui vont donc, par leur politique d'assistance sur le terrain, nous dominer davantage. Alors, comme le disait ma grande sœur Angèle Nyonsoi, aucun de nous ne mange 4 poulets à un repas. Donc, si nous avons la lucidité nécessaire de dire que tout ce que nous volons aux paysans, tout ce que nous volons à nos États et à nos pays ne peuvent pas nous servir éternellement parce que nous le laissons, alors nous saurons que le défi aujourd'hui de l'Afrique, ce n'est pas le défi vis-à-vis de ces populations paysannes qui elles-mêmes sont des populations qui sont tournées résolument vers la cohésion sociale, une cohésion qui est mise à mal par les appétits politiques des hommes politiques, mais c'est les élites qui ont échoué. Et nous devons avoir la capacité de nous regarder dans une vitre tous les matins en nous brossant ou en nous rendant figure pour dire que nous avons échoué parce que l'école et le sacrifice que nos parents ont commis, nos parents donc ont fait pour que nous puissions apporter donc le développement. Les outils de développement sont à notre disposition. Nous nous contentons de nous enrichir. Simplement, nous nous contentons de voler. Nous nous contentons de venir encore marcher sur les paysans, de les utiliser en les usant des piécettes, en leur redonnant des piécettes pour les diviser davantage. Donc, c'est un programme cohérent qui se veut donc au service de la cohésion sociale, qui se veut au service du développement des paysans et qui se veut donc au service du développement du pays dans la souveraineté et en nous fondant aussi sur nos valeurs traditionnelles africaines. Une équipe a travaillé donc sur ce projet, de dire que dans les instruments de gestion politique et administrative que nous avons, quels sont les instruments de valeurs traditionnelles consensuelles que nous pouvons utiliser? Que vous soyez à Korogo, à Diokwe, que vous soyez dans un pays à Caen aussi, à Boisseau, il y a des instruments de gestion qui nous sont communs, que nous pouvons donc adopter et utiliser donc pour régler nos différends. Alors, monsieur le ministre, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nos auditeurs, qui sont en majorité des militants du PDCI-RDA, aimeraient vous entendre. Et permettez-moi de leur dire bonsoir parce qu'ils sont nombreux là déjà au niveau des réseaux sociaux. Monsieur Stéphane Gobé, secrétaire de section PDCI-RDA, monsieur Marcel Kouadio, Nicolas Koulibaly, Anne-Marie Yaya, Yao Anderson, Kwasi Konan Cédric Ange, le conseiller Debloaï et bien d'autres. Alors, il y a beaucoup de personnes, monsieur le ministre, qui ne savent pas que vous avez été militant du PDCI-RDA. Vous avez même, d'après ce que nous avons entendu dire, contribué à créer ce qu'on appelait dans le temps la coordination pour la rénovation du PDCI-RDA avec Feu Jenny Kobina. Alors, qu'est-ce que ce militantisme-là au PDCI-RDA vous aura apporté dans votre carrière politique? Et puis, quelles sont les personnalités qui vous auront marqué des personnalités actuelles qui vous auront marqué durant votre militantisme au PDCI-RDA? Vous savez, c'est une question que je reçois avec beaucoup d'émotion. J'ai été effectivement un militant du PDCI-RDA, militant actif au niveau donc de mon département Diokwe. J'ai été militant actif aussi dès mon jeune âge parce que j'étais le président du MESI du lycée Houphouët-Boigny de Korogo qui avait 3000 élèves, qui portaient le nom de Félix Houphouët-Boigny. Et à cette occasion, j'ai eu l'immense honneur d'être reçu à Yamoussoukro pendant une semaine lorsque M. Bandama n'était que sous-préfet à l'époque dans cette localité. Et l'immense honneur que j'avais eu, c'était d'aller à la résidence et d'être reçu par le président Félix Houphouët-Boigny pour parler de la civilisation et de parler de la vie politique en général et de cet établissement qui lui avait donné son nom. C'était l'un des seuls lycées en Côte d'Ivoire qui avait donné son nom à Félix Houphouët-Boigny. Je voulais saluer au passage ce brave peuple Senoufo qui m'a accueilli dans cette localité à laquelle j'ai vécu une expérience de vie extraordinaire qui m'a complètement transformé au point qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je suis Senoufo ou je suis Oué. Au point que mes amis tels que le docteur Issa Mali Koulibaly, les Soro Sédou, les Koulibaly, Ngolo Tiepouri, tout ça, les Jean-Rachel Palinfo, parlons-en, parce que les Akoto, parce qu'on était dans un lycée de grand brassage.
Au point que ceux-là aujourd'hui me considèrent comme un Sénouais, c'est-à-dire le brassage de Sénoufo et du Ouai. Ensuite, lorsque je suis descendu donc à l'université d'Abidjan, j'ai eu donc fait mes études aussi en me frottant donc à tous mes aînés qui étaient au PDCI. Et nous pensons que le MESI nous a apporté cette éducation que nous ne revendiquons pas suffisamment face à d'autres mouvements qui sont nés par la suite. Et peut-être aussi qu'il est aujourd'hui temps de créer, disons, une structure des anciens du MESI pour que nous puissions comparer les expériences et apporter notre expérience aussi à nos jeunes frères. Les personnalités qui m'ont marqué, tous m'ont marqué d'une façon ou d'une autre. Jenny Kobina a été pour moi mon père spirituel dans le cadre de la politique. Nous nous sommes séparés que lorsqu'il est parti au RDR, après que j'ai conçu avec lui le logo du RDR. Mais je n'ai pas continué à aller au RDR pour la raison simple que certaines pratiques qui n'étaient pas en phase avec les valeurs que je défendais, je ne les ai pas retrouvées à l'intérieur du RDR. Vous trouverez une personne comme Alphonse Didier Madi, qui a été pour moi un aîné, avec lequel nous avons souvent discuté, mais tous les autres de Paul Guy Dibo à Dion Sadia, en partant par l'ancien maire de Diglo, mais surtout celui qui m'a marqué, ça aura été le député Gomplé, c'est-à-dire le petit Gon qui était à Korogo, et qui est, comme vous le savez, le frère aîné du docteur Issa Mali Koulibaly. Ce monsieur a complètement transformé notre vie parce qu'il était à Korogo pour nous, le tuteur de tous ceux qui, venant de la forêt, s'étaient installés dans cette région. Quand vous voyez que moi, qui suis un jeune ouai à 7 ans, j'ai pu être président du MESI dans un lycée de 3000 personnes et que le consensus s'est fait autour de ma personne et qu'aujourd'hui, on ne peut même pas organiser une seule candidature d'un gars du Sud dans le Nord. Vous voyez le regret que nous avons fait, on a vraiment régressé. La régression que nous avons faite, que nous avons faite et qui est vraiment grave, qui nécessite donc des réparations. Je garde du PDCI, disons, d'excellents souvenirs. Je n'en suis plus un militant, mais tout comme aussi, j'ai beaucoup d'amis dans les autres partis politiques, tels que le FPI, j'ai des amis au RDR. Et nos échanges avec mes amis du RDR sont toujours les mêmes. Je dis, vous ne pouvez pas avoir promis autant à la nation et puis être ce que vous êtes aujourd'hui dans votre pratique. Vous ne pouvez pas le faire. Mais en aparté, ils me disent effectivement qu'ils sont déçus eux-mêmes de leur propre bilan, mais la situation est là, personne n'ose le dire publiquement, quoi. Et c'est ce courage politique qui nous manque aujourd'hui en tant qu'intellectuel. Un intellectuel, par définition, c'est celui qui montre la voie lorsque les choses ne vont pas bien. Alors, il faut que nous ayons le courage de dire cela et que nous ne soyons pas balbutiés. C'est facile pour moi de m'exprimer parce que je ne cherche pas à contenter Pierre ou Paul. Je cherche à contacter mes convictions. Je cherche à travailler sur la base de ce que j'ai appris. Et vous savez, l'humilité, je l'ai apprise avec Félix Houphouët-Boigny, qui disait valoriser, toujours valoriser et encore valoriser. C'est en valorisant l'autre que vous vous valorisez vous-même en tant qu'être humain. Et dès lors que vous avez réussi à valoriser l'autre, vous êtes en mesure donc d'être sans complexe et de partir donc vers des sommets. Pour me résumer, le PDCI a été pour moi une école de formation et je pense que cette formation, je dois peut-être aujourd'hui l'apporter à tous les peuples de Côte d'Ivoire, toutes les populations de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous avons créé l'AIRD, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, qui entend donc apporter, disons, sa contribution notable à l'épanouissement donc de la jeunesse ivoirienne, des femmes, des personnes âgées. Et notre rêve aujourd'hui, c'est de retourner en Côte d'Ivoire et de faire ce que nous avons appelé les samedis de l'AIRD, les samedis de l'Ivoirien, où les jeunes viendraient et partager avec nous notre expérience en informatique, par exemple. J'ai eu un léger sourire parce que j'ai pensé que vous étiez en train de nous dire que votre rêve était de retourner au PDCI-ADA. Ah non, mais je salue au passage le conseiller des Blois, je le remercie beaucoup. Je ne le connais pas personnellement, mais il m'a toujours alimenté en information de qualité. Je voudrais vraiment le saluer au passage, franchement. Et il a même rendu visite la dernière fois, je pense, je ne sais pas si c'est lui, il a rendu visite à ma résidence à Guitrizon, sur les ruines de ma résidence. Il a eu beaucoup de larmes, beaucoup de douleurs qu'il a partagé avec moi. Je lui ai dit que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et je ne vous cache pas que en juillet 2011,
j'ai partagé une épreuve particulière. Vous savez, j'étais déjà en exil. Je vous ai dit que j'ai fait Korogo. Donc, à Korogo, c'était avec mon grand frère que j'y suis allé, le fils aîné de ma mère. Et dans cette localité, il a été mon père pour aller à l'école à Bundiali et ensuite à Korogo. Et en juillet 2011, nous avons eu une épreuve à subir. Ces deux enfants étaient allés à Bangolo pour les obsèques de leur tante. Et au retour, comme l'exige la tradition, ils se sont rasés. Lorsqu'ils sont rentrés au village de Guitreson en passant par le corridor, quelques éléments de FRC les avaient identifiés. Et puis la nuit, ils sont rentrés dans la maison pour fracasser les portes et les extraire de la maison. Quand ils les ont extraits de la maison, ils sont allés à l'hôtel Moessia. Et à cet hôtel Moessia, ils les ont gardés pendant 2 jours. Leur père, qui est donc mon frère, n'était pas là. Il était en déplacement à Korogo pour ramasser ses derniers bagages. Le temps de revenir et de négocier à l'FRC. Malgré toutes les supplications, la nuit, ils les ont sortis de leur cellule et ils sont allés les abattre entre Fangolo et Baoubli. Il est rentré dans sa maison après les obsèques de ses enfants. Il ne s'en est plus jamais relevé. Et là encore, c'est un ami du PDCI qui, avec quelques amis du FPI, m'ont donc soutenu dans cette épreuve-là. Donc, je vais dire qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes tous des frères, nous sommes des amis. Nous devons donc apprendre à travailler de cette façon. Cet événement avait beaucoup ému l'ONUCI, qu'il avait critiqué, qui avait produit des rapports, mais l'émotion de l'ONUCI et les rapports critiques ne ressuscitent pas deux jeunes gens, quoi. Mais malgré ça, nous pensons que nous voulons avancer dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la réconciliation. Nous n'avons aucune politique de vengeance en vue. Nous avons plutôt la volonté de rebâtir, disons, une autre Côte d'Ivoire. Et notre slogan, c'est qu'une autre Côte d'Ivoire, c'est encore possible. Un autre Djokwe, c'est encore possible pour nous. Bien sûr. Alors, on va revenir quand même rapidement sur l'AIRD avant de passer à un autre chapitre. Le 4 juillet 2015, les Ivoiriens ont été informés d'une crise au sein de l'AIRD. Je crois que l'information a été portée par le journal Notre Voix. Et l'information était que le ministre Éric Kaye n'était plus à la tête, n'était plus le président de l'AIRD et qu'il avait été démis par le bureau politique de l'AIRD et qu'il aurait été remplacé par son vice-président. Et on n'a plus de suite de cette histoire. Alors, je ne sais pas si vous pouvez peut-être revenir sur cette histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Allô, monsieur le ministre? Leur propre parti. C'est comme ça que les choses se passent. Et je les remercie vraiment. Donc, je ne veux pas m'attarder sur ça parce que, vous savez, j'ai échangé avec le président Laurent Gbagbo sur un thème, le rétroviseur et le pare-brise. Quand vous conduisez la voiture, vous savez, vous avez le pare-brise. Le pare-brise est beaucoup plus grand que le rétroviseur qui est tout petit. Le pare-brise est grand parce que ce qui est important, c'est d'aller de l'avant et non pas de regarder dans le rétroviseur pour regarder ce qui se passe par derrière. C'est la même chose que nous voulons proposer aujourd'hui aux Ivoiriens en leur disant, regardons plutôt dans le pare-brise. Il y a eu une tentative de déstabilisation de l'AIRD. Les militants qui ont appris donc cette tentative se sont mobilisés, ont organisé pour nous ce qu'on appelle donc une conférence nationale qui est juste la phase avant le congrès, l'instance qui supplée au congrès. Et puis, ils ont décidé donc de suspendre les 2 ou 3 personnes qui étaient donc à l'initiative de cela. Et je pense que ça nous a permis, dans ces conditions-là, de faire en sorte que la sérénité revienne au sein du parti. Et jamais nous n'avons été aussi forts que lorsque cela s'est passé. Est-ce que vous y voyez la main du régime du président Ouattara? Non, moi, je pense que les militants ont des convictions. Lorsque les forces extérieures d'un parti veulent s'introduire à l'intérieur, il appartient aux militants de faire bloc et de défendre leurs convictions. Nous savions que ceux qui avaient tenté cela étaient mus par d'autres intérêts qui étaient différents. Nous les savions, les intérêts. Nous avons donc identifié ces intérêts et nous avons estimé que ce n'était pas les intérêts de la majorité de nos militants. Nous avons réagi en conséquence. Si les militants ne nous avaient pas suivis, ça aurait marché, mais je n'ai aucune preuve de l'introduction
disons, du parti au pouvoir à l'intérieur de cette crise-là. Tout ce que je sais, c'est que les personnes qui ont fait ça avaient été approchées et on leur avait promis différents postes de responsabilité, etc., par le canal, d'autres. Mais vraiment, c'est pas, je veux dire que je ne veux pas descendre, je veux pas descendre bas. Je veux vraiment avec mon parti, avec mes camarades, nous venons voler haut. Bien sûr. Loin des zones de turbulence. Bien sûr. Alors, vous avez occupé quand même deux autres responsabilités au sein du gouvernement ivoirien. Vous avez été ministre du Commerce et vous avez été ministre de la Réforme administrative. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage à la tête de ces deux ministères, monsieur le ministre? Bon, moi je retiendrai que lorsque vous arrivez dans un gouvernement avec toute la naïveté et sans étiquette politicienne, avec la seule volonté d'apporter des solutions aux situations de votre pays, vous pouvez le réussir. Je pense que notre passage au ministère du Commerce a été un passage édifiant, qui a été riche pour nous. Aujourd'hui, tout le monde se plaît à dire que le siège du Café Cacao est à Abidjan, mais modestement, c'est l'œuvre de notre équipe. Lorsque nous nous sommes retrouvés à Londres, il y avait des problèmes pour payer le siège et que nous nous sommes rendus compte que la Côte d'Ivoire et le Ghana étaient les deux principaux producteurs de cacao, nous sommes réunis avec les consommateurs. Nous avons dit, bon, écoutez, nous, on souhaite que le siège soit transféré, que la bourse soit transférée à Abidjan. Je suis revenu donc de la réunion, j'ai rencontré le président Laurent Gbagbo, je lui ai dit, bon, voici la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, nous souhaitons ceci. Il m'a dit, mais c'est une belle idée à laquelle on n'avait pas pensé. Entre-temps, les consommateurs, eux, ils ne voulaient pas que nous puissions cumuler le poste de directeur exécutif et le siège. Mais personne ne nous le disait ouvertement. Donc les négociations bloquées, on ne savait pas. Je suis allé à Accra, j'ai rencontré le président Oufort à l'époque, qui a fait un rapport des plus édifiants au président Laurent Gbagbo, qui avait été impressionné par nos argumentaires et qui a soutenu vraiment le projet. Lorsque j'étais dans le doute, il y a un Anglais qui m'a dit la phrase suivante. Si vous voulez marcher sur l'eau, descendez de la barque. Si vous voulez marcher sur l'eau, descendez de la barque. Nous avons sacrifié donc le poste de directeur exécutif parce que nous avions compris que c'était ça. Et le siège a été donc transféré à Abidjan. Avant notre départ du ministère du Commerce, les documents avaient été complètement signés. Et puis la rébellion est venue donc le 19 septembre pour remettre en cause cela. Et aujourd'hui, on attribue ça à d'autres personnes. Mais je pense que l'état de siège avait été déjà signé par le ministre Aboudraman Sangaré, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, et devant la mémoire duquel je m'incline aujourd'hui. Et vous prenez par exemple le problème de l'installation des Ivoiriens dans le secteur du commerce. La réflexion que nous avons était laquelle? Nous avons parcouru les quartiers, nous sommes rendus compte que tous les Mauritaniens qui font du commerce, qui sont installés là, ils sont installés à des angles de rue. Et je vais trouver Aboudraman Sangaré, je lui dis, mais vraiment, est-ce que tu pourrais m'aider parce que pour l'installation des jeunes commerçants, là, je me rends compte que tous les Mauritaniens sont aux angles de rue, il n'y a plus de maisons. Il dit, bon, toutes les opérations immobilières à futur avenir, nous, on achète en tant qu'État toutes les maisons qui sont en angle de rue, on installe les jeunes Ivoiriens. Et nous avions commencé ce projet. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donc demandé à des Mauritaniens, avec l'appui donc des petits fonds qui étaient au ministère du Commerce, de les ravitailler en marchandises pour qu'eux puissent payer le salaire donc, des jeunes Ivoiriens qui s'installeraient. Malheureusement, ce projet a foiré du fait de notre départ du gouvernement le 5 août et du fait aussi de l'arrivée de la rébellion. Donc, l'expérience que nous en avons eue, c'est que la simplicité, la naïveté, les origines paysannes qui nous déterminent à défendre, disons, un résultat sont des atouts dans le cadre de la politique et nous pensons que c'est des éléments qui sont importants pour nous. Et travailler avec un monstre comme Laurent Gbagbo a été pour nous quelque chose d'extraordinaire parce que lorsque vous êtes avec ces messieurs, qu'au Conseil des ministres, on fait le comité de conseil des ministres, que le conseil vous félicite pour votre résultat, vous avez envie d'être félicité à la prochaine réunion. Donc, vous carburez pour travailler davantage. Mais il y avait une saine compétition à l'intérieur de ce gouvernement-là qui n'avait rien de politicien. Malheureusement, cette politique du président Laurent Gbagbo, qui était de faire en sorte que tous les Ivoiriens travaillent ensemble, s'est heurtée à des intérêts particuliers au niveau de Diokwe, où notre victoire
Il faut le rappeler aussi à l'élection du conseil général de Djokwe, a conduit à une petite crise qui a amené donc les cadres FPI de Djokwe à demander au président Laurent Gbagbo de nous limoger du gouvernement. Il a résisté, et puis après, bon, la pression et le chantage étaient forts, donc il s'est exécuté. C'est pour ça que nous sommes sortis du gouvernement le 5 août 2002. Et après, donc, voyant donc notre loyauté, il n'a pas hésité à nous faire revenir au gouvernement en mars 2003. Et je pense que travailler avec Laurent Gbagbo a été pour moi une expérience des plus enrichissantes parce que ceux qui se réclament de lui, c'est valable aussi pour Félix Houphouët-Boigny, ceux qui se réclament de lui devraient pouvoir l'observer et savoir qu'est-ce qui fait sa force. Sa force, c'est l'humilité. Sa force, c'est le dépassement de soi. Sa force, c'est de voir toujours la République avant lui-même. Et sa force, c'est d'avoir compris ce que c'est qu'une République, comment doit fonctionner une République. Il me disait, on a des cultures différentes. Les Sénoufos, les Akans, les Oué, les Krou organisent peut-être les mariages de façon différente, organisent la succession de façon différente ou organisent la gestion des terres de façon différente. C'est parce que nous avons des différences là qu'on s'est mis sous le couvert de la République pour avoir des lois qui soient uniques pour nous tous. Donc, faisons en sorte que nous puissions respecter ces lois. Alors justement, parlant du président Laurent Gbagbo, et là on va aborder un autre chapitre de votre histoire et surtout de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Chapitre pas très heureux, certes, c'est la période de 2010-2011 et la crise post-électorale. Alors, monsieur le ministre, avec le recul, est-ce que vous pensez que il y a quelque chose ou certaines choses que vous auriez pu mieux faire? Quand je dis vous, je rappelle que vous avez été aussi conseiller du président Laurent Gbagbo jusqu'en 2010-2011. Est-ce que vous pensez que il y a certaines actions, il y a certaines choses que Laurent Gbagbo, que le régime Laurent Gbagbo et que vous auriez dû ou pu mieux faire? Ben écoutez, la seule chose que l'aurait dû faire, c'était peut-être de ne pas respecter les institutions de son pays. Mais ça, c'était pas Laurent Gbagbo, ça, quoi. C'est clair, c'est tout. Quand vous écoutez aujourd'hui les élections à Bobo, et que vous écoutez le candidat malheureux qui est à Bobo, quand vous écoutez aujourd'hui ce qui s'est passé dans certaines localités, est-ce que c'est différent du rapport qui a eu lieu par rapport aux élections qui se sont déroulées à Korogo? Non. Je vous pose la question. Non. Donc, autant les gens aujourd'hui font des recours et se plaignent de ce que les élections ont été organisées et qu'il y a eu des violences dans certaines localités, autant en son temps, le candidat Laurent Gbagbo et son équipe et son directeur de campagne ont porté plainte par rapport à des élections qui avaient été tellement irrégulières. Maintenant, si vous me dites, est-ce qu'il aurait fallu faire quelque chose? La seule chose qu'il aurait fallu faire, c'est de ne pas être républicain. Mais ne pas être républicain, ça ne fait pas partie de notre ADN. Maintenant, on a demandé le recomptage des voix. Est-ce que le recomptage des voix aurait permis de régler la crise pacifiquement sans entendre de mort? Je dis oui. Alors, vous comparez la même situation avec le Gabon. Lorsque Jean Ping a estimé que sa victoire y avait été volée, s'il avait une rébellion, s'il était adossé à une rébellion, figurez-vous que Jean Ping aurait pu faire descendre donc les rebelles sur la capitale et prendre le pouvoir. La seule situation en Côte d'Ivoire qui a permis cela, c'est qu'il y avait une rébellion qui ne devait pas désarmer au moment où les élections devaient être organisées. Donc pour moi, s'il y avait quelque chose qui aurait pu être fait, c'était d'insister pour que le désarmement ait lieu. Mais ça, tout ça, vous allez vous rendre compte que on revient encore au pare-brise et au rétroviseur. Donc en regardant le rétroviseur, on voit peut-être beaucoup de choses, mais ça ne nous permet pas d'avancer. Bien sûr. Alors nous allons nous rapprocher un peu plus de l'actualité. Sur votre site internet, sur le site internet de l'AIRD, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, je pense que c'est l'un des meilleurs sites internet de partis politiques ivoiriens en ce moment et je pense que ça se comprend. Vous êtes ingénieur informaticien. Mais sur votre site internet, donc, on peut voir un sondage qui aurait été effectué en 2015 par une organisation dénommée Jeunesse Maturité Citoyenne.
Et ce sondage dit que 27% des sondés se réclament du FPI proche de Sangaré. C'est exactement ce qui est écrit. Et 2,5% des sondés se réclament du FPI proche de Afi N'Guessan. Alors, monsieur le ministre, est-ce à dire que vous reconnaissez que qu'il y a deux FPI et que le président Afi peut être considéré comme tel? Non, mais écoutez, moi, ce que j'apprécie dans votre question, c'est que vous êtes un intellectuel loyal et honnête avec vos convictions. Vous avez d'abord cité la source du sondage, jeunesse, maturité citoyenne, donc il n'est pas de nous. Peut-être que c'est des jeunes qui sont proches de l'AIRD, qui ont dit qu'il y avait 2,5% qui étaient proches qu'on appelle du Premier ministre Pascal Afi N'Guessan. Mais je veux dire que c'est un problème interne au FPI. Ça fait des années que nous évitons, nous, de nous immixer dans un problème interne au FPI. C'est un parti frais qui est en difficulté, qui a un souci. Nous ne voulons pas nous mêler. Tout comme aujourd'hui, le PDCI a quelques petits vacillements. Nous ne nous mêlons pas de ça. Nous ne nous prononçons pas là-dessus. Parce que nous sommes les partenaires de la démocratie. Nous voulons faire jouer la démocratie à tous les coups. Nous défendons la démocratie, bec et ongle, partout, etc. Nous défendons les valeurs de la République. Si vous vous souvenez, on était à l'AFP, l'Alliance des forces démocratiques. Non, à l'AFP, qu'on appelle on avait un groupement politique à Abidjan, l'Alliance des forces patriotiques. Dirigé, c'était un mouvement qui regroupait le FPI, qui regroupait l'AIRD, l'UNG et certains partis politiques. Nous avons senti que l'orientation prise par ce mouvement, cette plateforme, ne correspondait pas à notre vision de la résolution de la crise et du progrès que nous pouvons impulser aux Ivoiriens. Nous avons quitté au risque d'être seuls. C'est après ça qu'on a créé la plateforme EDS. Mais nous avons quitté sans faire des tapages, sans insulter quelqu'un, sans faire du bruit. Et c'est pour cela que nous demandons à nos militants de ne même pas se mêler par rapport aux animations de nos sites et de nos groupes de travail, de ne pas se mêler des problèmes des autres partis politiques. Les problèmes dont nous devons nous mêler, c'est les problèmes qui concernent la vie de la nation. C'est les problèmes qui concernent la vie des Ivoiriens. Si le PDCI, par son attitude, met en péril la cohésion ivoirienne ou met en péril les fondements de la République, nous pourrons réagir pour leur dire le PDCI, ce que vous avez fait là, ça met en péril les fondements de la République. Mais en dehors de ça, le PDCI fait ses choix librement, selon ses tests. Ce n'est pas à nous d'apprécier ou de dire que le PDCI a bien fait ou a mal fait. Bien sûr. Bien sûr. Donc, ce n'est pas à nous de dire aujourd'hui au FPI qui est majoritaire, qui ne l'est pas. Mais nous avons un bureau politique qui s'est réuni, qui dit, bon, créer la plateforme EDS. Moi, je m'exécute. La démocratie, c'est tellement facile. Si aujourd'hui, le bureau politique du PDCI de l'AIRD s'est réuni pour me dire de faire une action, je la fais. C'est trop facile parce que ceux qui ont décidé de faire là, c'est eux qui vont te soutenir pour réaliser ce que tu as fait. Si toi, tu vas contre ce qu'ils ont demandé là, tu seras seul à le faire. Donc, la démocratie, c'est trop simple. Alors, revenons, si vous le voulez bien, sur le boycott de 2015. Là, maintenant, l'AIRD est membre de EDS et, oui. Et vous avez soutenu le boycott des élections de 2015. Absolument. Qu'est-ce qui a justifié ce boycott et puis quel bilan vous faites de ce boycott? Bon, on peut dire que nous ne sommes pas présents dans le jeu politique, donc ce boycott-là aujourd'hui, peut-être nous a desservi. On peut le dire. Ça, c'est ce qui est de négatif. Mais le reste là, le boycott a permis de mettre au goût du jour le recul démocratique en Côte d'Ivoire. Parce que l'essentiel là, ce n'est pas tellement d'être au pouvoir, mais vous êtes au pouvoir pour faire quoi? C'est pour notre beefsteak, c'est pour manger dans ces conditions. Vous, M. Katina, vous n'êtes pas au pouvoir, vous travaillez pour pouvoir nourrir, pour faire face à vos exigences de la famille. Les paysans là, ils sont au champ de 6h à 6h du soir, 12 heures par jour. À 45 ans, ils n'ont même plus de dos. Pourquoi ce seraient les élites qui seraient les seuls à pouvoir profiter de cette situation et à les exploiter? Donc, de notre point de vue, le boycott a permis aujourd'hui de se rendre compte du recul démocratique en Côte d'Ivoire. Le boycott a permis aujourd'hui de faire prendre conscience à la Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples, que la CEI, là, pour laquelle nous ne sommes pas allés aux élections de 2015, là, qu'elle est mauvaise. Et qu'elle n'est pas un instrument qui participe à la paix. Donc nous ne pouvons pas aller à des élections pour encore amener à verser du sang. Parce que ce que l'on constate, c'est que nous ne sommes pas partis, nous n'avons pas de députés, nous n'avons pas de maires, c'est vrai. Mais est-ce que les gens savent, si on était partis, ce qui se serait passé? Entre vous-même et l'HDP, vous avez organisé les élections, il y a eu combien de morts? Si nous, on s'ajoutait, qu'est-ce que ça allait être? Donc nous, là, on estime que la vie des Ivoiriens n'a pas de prix. C'est comme l'exil. L'exil est pour certains un moyen de combat politique pour pouvoir expliquer à l'extérieur ce qui se passe dans notre propre pays. Et Houphouët-Boigny disait que je préfère parler de Houphouët-Boigny parce que je suis sur une radio de PDCI pour que les militants de PDCI comprennent mieux. Houphouët-Boigny disait que l'argent n'aime pas le bruit. La diplomatie, là, n'aime pas aussi les mots et les verbes. Donc, nous avons engagé des actions diplomatiques au sortir desquelles aujourd'hui nous avons pu être entendus et pour lesquelles aujourd'hui une évolution a été faite. Même si vous regardez la situation du dossier de la CPI, autant nous avions nos arguments juridiques, autant nous avons nos arguments politiques et nos arguments diplomatiques que nous avons utilisés. Merci. Ce n'est pas tout ce que nous disons, ce n'est pas toutes les audiences que nous avons au Quai d'Orsay ou au Quai du Guémont que nous allons peut-être dévoiler sur la place publique. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas efficace. Bien sûr. Alors, je précise que ceux qui font ça, ils le font pour eux-mêmes, pour leur propre prestige. Mais l'AIRD ne fait pas ça. Bien sûr. Alors, je précise qu'on a quelques petits soucis techniques au niveau du direct, mais l'émission est enregistrée, donc les auditeurs qui sont sur Facebook pourront la revoir incessamment. Les auditeurs de Radio Afrique 2050 sont en direct, donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Alors, j'aimerais quand même avoir votre avis sur la CNC, monsieur le ministre. Et là, nous sommes toujours dans la période 2015. La CNC. La Coalition nationale pour le changement. Il semble que l'AIRD n'a jamais fait partie de la CNC. Et je pense qu'il doit y avoir une motivation particulière à cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être parce qu'on n'a pas été invité de façon formelle, parce que l'idéal, nos idéaux n'étaient pas conformes à ceux de la CNC. Mais sachez très bien que en Côte d'Ivoire, on a tendance à gérer les coalitions pour un seul objectif, arriver au pouvoir. Mais on n'a jamais géré ça pour savoir qu'est-ce qu'on s'en va faire au pouvoir. Lorsque vous mettez ensemble des partis d'idéologie de gauche, des partis de droite, des partis ultralibéraux, et que vous leur demandez de créer une plateforme qui va parvenir au pouvoir sans avoir convenu d'un projet de société et d'un programme de gouvernement, vous convenez avec moi que ce n'est pas possible dans ces conditions de travailler de façon optimale. Donc nous avions estimé que c'était une plateforme élective qui n'avait pas donc d'ambition particulière pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous nous battons pour le peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons accepté, donc nous avons donc décidé dans ces conditions de ne pas participer à la CNC. Il y a l'impression que nous sommes coupés. Non, vous m'entendez, monsieur le ministre? Ah oui, non, je vous entends. Non, comme je ne le voyais plus, c'est ça. Exactement. Donc je disais donc par rapport à cette situation, nous avons décidé de ne pas participer librement à la plateforme de la CNC. Et je crois que les faits nous ont donné raison. On ne se réunit pas à la veille d'une élection juste parce qu'on veut des changements ou juste parce qu'on veut être utilisé par un candidat ou qui a des ambitions sans que vous n'ayez un projet de société commun. Voilà la raison pour laquelle nous ne sommes pas partis à la CNC. Et pour ce problème de la CNC, on a eu la pression de nos jeunes, tout ça, etc. Mais on leur a expliqué gentiment que ce n'était pas intéressant. On a fait un bureau politique aussi. Le bureau politique a tranché. Et moi, je me suis allié. C'était plus tranquille pour nous. Voici donc notre réponse par rapport à la CNC. D'accord, monsieur le ministre. Alors, le samedi 3 septembre 2016, lors d'une rencontre politique, vous avez déclaré ceci. Vous avez dit, est-ce qu'il y a un exil qui est volontaire? Un exil qui n'est pas volontaire s'appelle de la déportation.
Et ceux qui sont venus en exil l'ont fait par besoin de survie. J'ai envie de vous demander, Monsieur le ministre, pourquoi, malgré les déplacements de la ministre de la Réconciliation de l'époque et malgré l'ordonnance d'amnistie prise par le président Ouattara, vous et nombre de nos concitoyens êtes encore en exil? Pour votre cas précis, je sais qu'il y a une raison et je souhaite que vous en parliez aux auditeurs. Et pour les autres, je dis pour les autres réfugiés, selon vous, qu'est-ce qui bloque réellement? Vous savez, je n'aime pas le jeu, parce que le jeu, il est égoïste. Donc, je vais partir sur la base du nous. Un exilé, c'est celui qui n'ayant plus la protection de son pays, confie cette protection à un autre pays. Moi, dans mon cas, je suis en France. Il y en a qui sont au Ghana. De telle sorte que le retour d'exil est un processus organisé. Vous étiez, quand un exilé est donc sous la responsabilité du pays d'accueil et du HCR. Donc, ce que nous avons aujourd'hui engagé et que nous souhaitons que chaque partie prenante puisse accélérer, c'est un accord tripartite qui encadre le retour volontaire. Si vous êtes exilé au Ghana, il faut le savoir, le HCR Ghana, le gouvernement ghanéen et le gouvernement ivoirien s'asseyent, signent un document qui dit que le retour volontaire peut s'organiser. Après seulement, les gens qui sont au Ghana vont retourner. C'est la même chose pour la France. Dans tous les pays où il y a des exilés, il y a un accord tripartite qui se fait. C'est ce que nous a dit le HCR lorsque nous avons approché pour notre retour. Donc nous attendons la finalisation de ces documents pour pouvoir rentrer. D'accord. Il n'y a pas d'exil doré. Il n'y a pas d'exil doré. C'est-à-dire, en dépit de la bonne mine que nous essayons d'avoir, aucun exil n'est doré. Surtout quand il n'est pas volontaire. Bien sûr. Quand je vous ai cité l'exemple de mes 2 neveux qui ont été abattus, après avoir été extraits de la maison familiale à Guitrison, et que cela a été documenté puisqu'ils ont été gardés dans les locaux des FRC à Diopé, c'est un traumatisme réel que cela crée. Mais je ne sais pas si c'est ce que vous appelez la particularité de mon cas, mais sincèrement, lorsque les conditions seront réunies et que les conditions administratives seront réunies, nous serons nombreux à rentrer. Et puis, comme ça va correspondre en même temps avec la libération du président Laurent Gbagbo, on aura fait d'une pierre deux coups. Bien sûr, et nous allons y arriver, c'est le prochain chapitre de notre échange. Mais le 23 juin 2018, à une activité de l'EDS, vous avez dit quelque chose de très fort. Et en substance, vous disiez, tous ceux qui composent EDS doivent taire leur ego pour faire un. Et vous avez aussi dit que EDS ne sera pas comme le Front du refus. Alors, vous qui avez été ministre, enfin, vous qui avez été militant du PDCI-RDA, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes un des atouts qui permettra de faciliter la mise en place de cette plateforme dont le président Bédié parle très souvent ces derniers temps? Que pensez-vous de cette plateforme? Et puis, est-ce qu'on peut espérer avec vous que les choses seront plus faciles? Écoutez, nous n'avons pas choisi le sigle AIRD par mode. C'est l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie. Donc, nous sommes ce que certains appellent le creuset d'un certain nombre de valeurs. Tous ceux qui aspirent à une Côte d'Ivoire rassemblée, fondée sur des valeurs et qui travaillent à l'épanouissement de nos populations, sont nos partenaires naturels et nos alliés. Et ça, vraiment, il faut le savoir. Nous n'avons même pas attendu l'appel du président Bédié pour avoir des rencontres avec lui. Vous savez qu'il y a 2 étés, lorsqu'il était de passage à Paris, nous avons constitué une délégation pour le rencontrer. Nous avons échangé parce que nous échangeons avec un aîné, sans préjuger de ce qu'une plateforme sera appelée après. Donc, notre préoccupation, c'est d'aujourd'hui de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne retombe pas dans le circuit des alliances opportunistes qui se font et se défont au gré du vent et au gré des intérêts de 2 ou 3 personnes, mais d'avoir quelque chose d'assez solide qui puisse nous permettre d'avancer.
vous dites, vous qui avez été militant de PDCI, est-ce que vous faciliterez les choses? Ce n'est pas parce que j'ai été militant de PDCI, parce qu'à cette allure-là, les choses devaient être très faciles. Nous avons tous été militants du PDCI. Ceux qui aujourd'hui, mon âge, ont été des anciens militants du PDCI. Le multiple, c'est en 90. Donc, il y a 28 ans, nous étions tous militants du PDCI. Donc, si quelqu'un a 50 ans, il a été militant du PDCI jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc, ce n'est pas cette particularité. Je pense que c'est notre penchant naturel à arriver au consensus. Mais nous disons aussi dans notre manifeste, en vous remerciant au passage de ce que vous êtes vraiment très documenté par rapport à cette émission qui n'a pas été longtemps préparée. Et je voudrais vous lever le chapeau de vos références techniques là. Nous avons dit que nos compromis seront obtenus sans compromission. Donc, il y a cela qui nous gouverne dans chacune de nos démarches. Et nous disons que nos débats se feront de façon disciplinée, dans le respect mutuel et dans la prise en compte des préoccupations des uns et des autres. Ce qu'il faudrait donc dans ces conditions, c'est d'engager des discussions au cours desquelles chacun fera valoir son point de vue et sa vision de la Côte d'Ivoire nouvelle. Et ces discussions donc produiront, je pense, un document, une plateforme de travail. Mais je ne sache pas qu'il y ait déjà un document qui soit prêt qu'on vient proposer aux partis politiques pour le signer. C'est à la lumière des discussions que l'on crée une plateforme en réalité. Mais je sais que le président Bédi est un homme d'expérience et que vous savez aussi que toutes les discussions ne sont pas forcément publiques au démarrage. Et aux militants du PDCI, je voudrais rappeler que Félix Houphouët-Boigny disait que lorsque une réunion est convoquée, c'est qu'elle est déjà terminée. Donc vous voyez que le PDCI, ça a été notre maison commune. Très bien, monsieur le ministre. Alors, j'aimerais, à votre permission, présenter encore toutes nos excuses à nos auditeurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous avons eu une coupure. Il y avait vraiment de nombreuses personnes. Pour un dimanche, j'avoue que c'est un record d'audience. Malheureusement, il y a eu cette coupure. Et donc là, maintenant, nous sommes reconnectés avec nos auditeurs sur Facebook. Mais l'émission a continué. L'émission enregistrée sera reproposée pour nos auditeurs. Et quant à ceux qui nous suivent sur Radio Afrique 2050, je pense qu'il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Alors, monsieur le ministre, vous avez été ministre du Commerce. Et un de vos successeurs à la tête de ce ministère se nomme Jean-Louis Billon, qui jouit en ce moment d'une relative bonne, je dirais une bonne popularité au niveau du PDCI, RDA, et qui serait même candidat, en tout cas qui serait intéressé, hein, pour la présidentielle de 2020. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Louis Billon? Jean-Louis Billon, ce que je pense de lui, je pourrais simplement vous faire une confidence. Il a été l'un des rares ministres, il n'est pas le seul, à avoir eu l'élégance de me chercher dans mon lieu d'exil, de me rencontrer, de discuter avec moi. Voilà. Il est un homme élégant. C'est l'élégance dans la politique. C'est-à-dire qu'il a rendu visite aussi à La Haye au président Laurent Gbagbo. Maintenant, il faut qu'il passe l'étape de PDCI pour les candidats, mais ce n'est pas à nous de décider de ça. L'AIRD aussi a des ambitions, hein, n'oubliez pas. Peut-être qu'on sera face à lui bientôt, on ne sait pas, mais on sera face à lui de façon élégante, intelligente et fraternelle. D'accord. Mais en tant que ministre du Commerce, parce qu'il a été ministre du Commerce, et j'imagine que vous avez dû avoir des rapports plus ou moins directs en tant que... Oui, mais je viens de vous le dire, nous avons des rapports privilégiés, nous nous parlons. Vous savez que je vous ai dit que quand on gère, quand on rentre dans la politique avec, disons, une démarche dénuée de toute considération politicienne et qu'on fait les choses avec toute la simplicité nécessaire, on n'a pas besoin de faire des calculs, on n'a pas besoin de réfléchir par 10 fois. Le ministre Jean-Louis Billon a été ministre du Commerce, j'ai été son prédécesseur, et comme cela se fait dans toute république, nous parlons, nous échangeons, nous parlons des difficultés de notre pays. Quand moi je suis arrivé au gouvernement en tant que ministre du Commerce, j'ai rencontré tous les anciens ministres qui étaient en poste, qui étaient encore au pays. Je leur ai rendu des visites à leur domicile. Okay. Voilà, c'est un peu, disons, la coutume républicaine, quoi.
OK. Alors, monsieur le ministre, on va revenir. Ah oui, allez-y. Avec lui, il y a eu peut-être d'autres qui étaient ministres après moi, mais avec lui, j'avoue que j'ai eu des relations amicales très solides. OK. On va revenir sur un chapitre que nos auditeurs sur Facebook ont peut-être manqué. Il y a une ou deux questions que j'aimerais ajouter avant qu'on passe au dernier chapitre de cet entretien qui va concerner 2020. Alors, j'aimerais que nous puissions parler un peu du président Laurent Gbagbo. Quelle est la dernière fois que vous l'avez vu et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et vous êtes sérieux là? Ben oui, monsieur le ministre. J'ai été ministre du président Laurent Gbagbo, je suis son cadet. Donc, à la limite, lorsque j'hésite une question particulière et que j'ai besoin d'être orienté, je le rencontre, je lui pose la question. Et il me répond toujours très franchement. Je vais vous raconter une anecdote aussi. Lorsque je suis arrivé au gouvernement en 2001, le président Laurent Gbagbo organisait les obsèques de son oncle à Gagnoa. À la même époque, il y avait une cérémonie à Bongouanou. J'ai choisi d'aller à Bongouanou. Et puis, sur le chemin du retour, je suis passé le saluer. Et puis, je lui ai posé une question sur un problème politique. J'étais avec le doyen Tiabas. Il m'a donné sa réponse. Je lui ai dit, bon, monsieur le président, ça, c'est la réponse du président de la République et de l'homme politique. Donnez la réponse du petit frère maintenant. Il a éclaté de rire, on a rigolé, et puis après, il m'a répondu. Donc, je n'ai pas de rapport politicien avec le président Laurent Gbagbo. J'ai des rapports de grande simplicité, d'une profonde admiration par rapport à ce qu'il est. Je ne suis pas militant du FPI, mais j'avoue que très peu d'Ivoiriens savaient, parce que beaucoup commencent à le savoir, c'est que l'idéal républicain que Laurent Gbagbo vient incarner. C'est-à-dire que pour lui, la République, c'est le creuset de rassemblement de tous les Ivoiriens qui n'ont aucune différence entre eux. Et pour la énième fois, je vous dirai cette anecdote, où un ministre RDR avait demandé à rencontrer le président Laurent Gbagbo lorsque nous étions à la résidence à table. Beaucoup parmi nous avaient tiqué et s'étaient offusqués du fait que le président l'avait pris au téléphone et voulait même le recevoir. Vous savez, les deux ailes, il y a une aile de la résidence qui constitue donc la résidence de la famille, et puis il y a une autre aile qui constitue les bureaux. Le président Gbagbo était à table, il s'est levé et dit, bon, vous, comme c'est un problème de famille pour lequel vous ne voulez pas que je le reçoive, moi je vous laisse à table et je vais le recevoir dans mon bureau. Parce que les bureaux là, c'est les bureaux de la République. C'était l'époque où les gens au Conseil des ministres faisaient les salamalek devant le président Laurent Gbagbo, et puis après, quand il sortait, c'était pour tenir des propos indigestes. Vous imaginez, c'est-à-dire que son niveau de perception de la République, si chacun de nous était animé de ça, je pense qu'on n'aurait pas eu toutes ces crises en Côte d'Ivoire. Et ça, pour moi, c'est mon fil conducteur. Tout comme au PDCI, Félix Houphouët-Boigny a eu la paix comme son fil conducteur en disant « Je n'ai pas été capable de verser le sang d'une guénon, ce n'est pas le sang d'un être humain que je vais verser. » Et nous avons pour coutume de dire qu'il y a peut-être les oufouettistes qui sont une coloration politique, mais il y a les oufouetticiens qui sont dans la pratique des valeurs enseignées par Houphouët-Boigny. Sans risque de me tromper, je peux dire que moi, je souhaite devenir un oufouetticien comme Laurent Gbagbo l'est déjà en tant qu'oufouetticien, mais il n'est pas un oufouettiste. Faites la différence. Il y en a qui utilisent donc le terme oufouettiste juste parce qu'ils ont envie d'avoir un électorat, de rassembler des gens et de se réclamer d'Houphouët-Boigny, mais qui développent une politique de haine, qui développent une politique de division, qui développent une politique de mépris de l'autre. Houphouët-Boigny disait « On n'achève jamais un adversaire ». Mais quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le pays, il y a beaucoup qui feraient mieux de ne plus s'appeler des oufouettistes. Donc, tout au long de cet entretien, vous voyez donc combien de fois j'ai dû citer Houphouët-Boigny, j'ai même très peu cité Laurent Gbagbo, qui est notre référent politique. Parce que je m'adresse ici à des auditeurs qui sont sur la radio du PDCI. Pour que cela soit une leçon, non pas pour les personnalités comme Didier m'a dit, mais pour les jeunes générations. Il dit on n'achève jamais un adversaire.
après les événements de 1963, que n'a-t-il pas fait pour que chacun retrouve un peu de sa dignité? Mais la politique aujourd'hui qui consiste à briser l'autre au point de le soumettre, c'est une politique de culture d'une certaine Afrique qui pense qu'on est fort que lorsque on a soumis l'autre. J'ai lu une anecdote sur Facebook. J'ai lu une discussion sur Facebook. J'y suis souvent, hein, parce que c'est ça qui nous permet aujourd'hui de prendre le pouls aussi de ce que pensent nos compatriotes. Il y a un monsieur qui disait, lui, le RDR est trop fort. Qu'en 1990, c'est les gens du en 1992, c'est les gens du RDR qui ont mis Bobo en prison. En 2002, c'est les gens du RDR qui ont fait rébellion. En 2011, les gens du RDR ont encore amené Gbagbo à la haie. Ça veut dire que la perception de ce compatriote se limite à l'usage excessif et désordonné de la force pour soumettre un adversaire politique. J'aurais bien voulu lui dire, en telle année, c'est le RDR qui a sauvé la République et qui a donné des valeurs de ceci. En telle année, tu vois, vous voyez donc qu'à partir de ce moment-là, heureusement que ce n'est pas l'opinion partagée de tous les militants du RDR. Mais cette culture d'une partie de l'Afrique qui consiste à dire que l'honneur, c'est celui qui domine, est tout à fait différent de la culture démocratique, qui est que c'est celui qui sert qui est le plus grand, comme nous l'enseigne la Bible aussi. Bien sûr, bien sûr. Entre le maître et le serviteur, c'est le serviteur qui est le plus grand. Oui, oui. Et c'est pour ça que l'AIRD, l'Alliance ivoirienne républicaine et démocratique, nous voulons être des humbles serviteurs de la République. C'est au service de la République que nous sentons de la joie et du bonheur. Le bonheur que l'on a à rendre quelqu'un d'autre heureux est plus grand que celui que l'on a à être rendu heureux par quelqu'un. Bien sûr, bien sûr. Alors, monsieur le ministre, la dernière partie de notre entretien va porter sur 2020, sur les perspectives par rapport à 2020. Alors, vous êtes originaire de l'Ouest et nous avons suivi de nombreuses conférences, de nombreuses interventions que vous avez faites et qui ont porté sur ce qu'a subi l'Ouest, votre région, depuis quelques années déjà. Et là, 2020 s'annonce et certaines personnes ont l'impression qu'on risque de se retrouver à un remake de 2010. En matière de réconciliation nationale, monsieur le ministre, et en matière d'action qui, selon vous, serait possible, qui devrait être faite pour éviter un bain de sang à la Côte d'Ivoire. Vous savez, vous, monsieur Katina, tant que je respecte vos droits et que vous respectez les miens, vous pensez qu'il y aura des problèmes entre vous et moi? Non. Tant que lorsque je suis dans une situation d'offense, ce n'est pas vous qui vous faites justice, mais que c'est la République qui vient s'interposer entre nous pour vous rendre justice. Vous pensez que nous aurons des problèmes entre vous et moi? Non. Pour nous, à l'AIRD, l'acte de réconciliation, c'est la justice. Quand je dis la justice, ce n'est pas d'aller mettre des gens en prison. Hein. C'est de faire en sorte que chacun voit ses doigts respirer. C'est que les gens soient justes. Lorsque dans les régions, on habille les confrontations, les règlements de compte, les violences, par le terme générique de personnes non identifiées, pour faire perdurer l'impunité. Vous pensez qu'on peut aller à un État républicain avec ça? Les personnes sont non identifiées, mais elles ne sont pas non identifiables. Le dernier événement qui s'est passé à Diokwe, où il y a eu un article important de Jeune Afrique là-dessus qui dénonçait l'impunité, doit interpeller chacun de nous. On ne peut pas passer notre temps à considérer qu'il y a des vainqueurs et il y a des vaincus, et que ces vainqueurs ont tous les droits pendant que les vaincus n'ont aucun droit. Pour moi, cher ami, la réconciliation, c'est le respect du droit de chacun. Abstraction faite de ce qui s'est déjà passé, alors cela va amener tous les autres à oublier le mal qu'ils ont eu. Mais tant que
celui qui a été votre bourreau hier se représente à votre porte pour vous narguer davantage ou pour faire de votre frère une victime ou de faire de votre soeur une victime, non seulement vous êtes victime, mais ça réveille ce que vous avez vécu. Donc, honnêtement, pour répondre à cette question, notre position à l'AIRD est assez claire là-dessus. Si nous sommes justes les uns avec les autres, si nous vivons dans l'équité, la réconciliation se fera d'elle-même. Mais tant que nous estimerons que nous ne sommes pas suffisamment rassasiés de notre vengeance, de ce que nous avons cru être des raisons de la rébellion, et que nous continuons de marcher sur ceux qui ont été les vaincus, je pense qu'on sera très loin de la réconciliation. Alors justement, l'AIRD a prôné l'amnistie générale, la reconstruction et la réparation des préjudices. Est-ce que vous ne pensez pas quand même, ce sera ma dernière question sur ce sujet-là, est-ce que vous ne pensez pas quand même que certaines personnes ont commis des torts et que sans éluder le processus ou le principe de la réconciliation, il faudrait que ces personnes-là soient jugées? Écoutez, au risque je ne suis pas un calculateur politique. Vous comprenez bien? Je suis réaliste. Et le réalisme qui est le mien, c'est ce que j'ai dit sur le plateau d'Africa 24 à quelqu'un. J'ai dit à la limite, faisons cadeau de leur crime à certains, si cela nous permet d'avancer et s'il faut faire leur mea culpa. Je crois que c'est bien. Sur votre antenne, les raisons de cela, je ne le dirai pas. Parce que ça peut susciter des appétits et ça peut amener donc de la déstabilisation. Si vous essayez aujourd'hui de punir les vrais coupables de cette crise-là, vous allez arriver donc à une situation de désordre. Et les personnes qui sont mieux placées pour parler de ça, c'est les vraies victimes qui sont mieux placées pour parler de ça. Ce n'est pas les victimes autoproclamées qui peuvent dire ça et personne n'a entendu. Si le Seigneur me fait la grâce de retourner sur les terres de Djokwe, je vous invite à écouter les arguments que je vais développer avec mes parents pour les amener à la réconciliation. Bien sûr, c'est bien compris, monsieur. Mais ce retour doit se faire avec un minimum de dignité. C'est-à-dire que si je m'en vais à Djokwe avec l'impression d'être mis en mission après avoir reçu des perdièmes pour cela, je ne serai jamais écouté. Et c'est pour ça que les autres échouent. Il faut que je sois des leurs pour leur dire, moi, voici mes souffrances. Ce n'est pas des souffrances fictives que j'ai vécues parce que vous les avez vécues avec moi. Alors, tous ensemble, mettons notre pardon ensemble et offrons-le à la nation. Et demandons à cette nation de faire en sorte que l'impunité ne se poursuive plus. Or, dès que vous avez fini de dire aux gens de ne pas faire perpétuer l'impunité, ils estiment que vous êtes contre eux. Qu'est-ce que le pouvoir gagne à faire en sorte que la cohésion sociale soit mise à mal de façon continuelle? Juste parce qu'on veut contenter des partisans, on ne rentre pas dans l'histoire avec une telle approche et une telle philosophie. Alors, monsieur le ministre, toujours sur 2020, et là nous tirons, nous allons vers la fin de notre échange, toujours sur 2020, l'AIRD en 2020, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'AIRD? L'AIRD, toujours au sein de EDS, l'AIRD peut-être vers une autre alliance, l'AIRD sous la plateforme du président Bédié. Quelles sont les perspectives pour l'AIRD en 2020? Parce que si vous dites l'AIRD sous la plateforme du président Bédié, ça veut dire que vous considérez donc que le président Bédié ferait une plateforme sans EDS? Peut-être des discussions bilatérales plutôt que des discussions multilatérales, je dirais. Mais même les discussions bilatérales qui auraient lieu avec le FPI seraient reversées au dossier de l'EDS. Puisque nous avons le même référent politique que Laurent Gbagbo. Donc cela suppose que les discussions se feront avec l'EDS et l'AIRD ne mènera pas de discussion, je dis, n'a pas d'objectif individuel. C'est pas ce que l'AIRD a dit. L'AIRD estime aujourd'hui que pour qu'une plateforme soit crédible, il faut qu'elle soit la plus consensuelle possible. Vous comprenez bien? Et que courir à une plateforme de façon à être vu en premier par rapport à cette plateforme pour ses propres intérêts ne fait pas partie de l'agenda de l'AIRD ni de sa vision politique.
OK. Par contre, la l'AIRD, quel que soit le niveau auquel la discussion a lieu, participera à la discussion. Et c'est lorsque nous serons versés chacun nos attentes au dossier de cette plateforme-là que nous sortirons un produit fini. Bien sûr. Bien sûr. Mais par contre, si on estime que l'AIRD n'est pas suffisamment représentative pour être prise en compte dans les discussions, nous en prendrons acte et puis nous continuerons nos ambitions. Monsieur le ministre, une question concernant le PDCI-RDA et concernant 2020. Et j'espère que vous allez répondre très directement à cette question. Que pensez-vous d'une candidature du président Bédié? Ben, qu'est-ce que je pense d'une candidature du président Bédié en tant qu'électeur? Le vote est secret. En tant que... non, en tant que... OK. C'est pas facile. En tant que chef de parti politique, et en tant c'est pas moi qui le choisis, c'est le PDCI qui le choisit pour être candidat. Mais pourquoi voulez-vous que moi... Vous voyez, c'est simple. Pourquoi voulez-vous... Je vous dis, vous allez peut-être penser que j'ai biaisé à votre question, mais je n'ai pas du tout biaisé. Hein. Pourquoi voulez-vous que je me substitue au peuple pour choisir son représentant? Est-ce que c'est ma voix qui doit, elle seule, faire élire le président Bédié? Ou n'importe quel candidat? Ne nous attribuons pas des pouvoirs que nous n'avons pas. Monsieur Katina, si demain vous êtes candidat là, si quelqu'un me demande qu'est-ce qui dépend de la candidature de monsieur candidat, je vais demander au peuple. Tout ce que je dois souhaiter, moi, en tant que partenaire de la démocratie, c'est de faire en sorte que les élections puissent désigner le choix du peuple. Et que les conditions d'une élection dans lesquelles le vote ne serait pas juste seront combattues. Les conditions d'une élection dans laquelle les moyens de l'État sont utilisés de façon abusive au profit d'un clan seront combattues. Les conditions d'une élection dans laquelle des milices parallèles en imposeront aux électeurs de façon qu'ils ne soient pas libres de leur choix seront combattues. Les conditions dans lesquelles une CEI aux ordres et qui est favorable à un seul des camps par rapport à ces élections-là seront combattues. C'est ça ma responsabilité de militant de la démocratie. Ma responsabilité, ce n'est pas de dire qui est un bon candidat ou qui est un mauvais candidat. La seule fois où je peux dire qui est un bon ou un mauvais candidat, c'est quand je suis dans les urnes et que je dépose mon bulletin. Et cette formation-là, on ne peut pas l'éviter, nous devons la faire. Et c'est ce que nous faisons sur le terrain avec nos militants aujourd'hui. C'est pour ça que le progrès de l'AIRD, il est discret, mais il est net. Mais nous ne donnons pas des pouvoirs que nous n'avons pas. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est bien compris. Alors, monsieur, une dernière question sur 2020. Et vous l'avez abordé partiellement dans votre réponse tout à l'heure. La réforme et ou la recomposition de la Commission électorale indépendante. Quelle est la position de l'AIRD? OK. Est-ce que vous pensez que c'est normal que dans un match de football, entre deux nations, l'arbitre soit ressortissant d'un des pays engagés dans le match? Si les règles sont bien établies, en principe, ça peut se faire, monsieur le ministre. Donc, l'arbitre, qu'il y ait un match entre la Côte d'Ivoire et le Ghana et que l'arbitre soit ghanéen? Dans les règles du football, en principe, actuellement, ça ne se fait pas. Mais je veux dire, l'arbitre peut être chinois d'origine ghanéenne. Hein. Donc, je veux dire, si les règles sont bien établies et que le choix de l'arbitre est fait de façon normale, consensuelle, ça peut ne pas poser problème. Ah, OK. Mais pour l'instant, ça ne se fait pas. Regardez même à la Coupe du Monde. Lorsque un pays africain joue contre un pays européen, l'arbitre n'est ni européen ni africain, on le prend dans un autre pays. D'une façon générale, pour créer la confiance pour ce match-là. Maintenant, si deux pays européens s'affrontent, on peut dire on va choisir un arbitre européen. Pour dire à quel niveau la suspicion doit être combattue. Cette CEI est déséquilibrée. Elle ne permet pas aux citoyens, elle ne permet pas de prendre en compte le réel choix du citoyen. Donc, il faut la changer. Si vous estimez que vous êtes les défenseurs de la démocratie, comme nous voulons nous le laisser paraître, ayons tous des règles de jeu, qui soient des règles de jeu claires, transparentes
et qui mettent tout le monde en confiance. Le fait pour un clan de s'accrocher à une CEI qui est décriée par tout le monde est très suspect et nuit même à l'image de ceux qui font cela. J'ai souvent pour habitude de rappeler à certains de mes interlocuteurs lors de nos échanges fraternels que les partisans actuels du pouvoir en place oublient que leur chef là, ça a été le seul directeur général adjoint africain du Fonds monétaire international, qui est supposé être l'exemple de la gouvernance financière, puisque c'est une gouvernance mondiale que le FMI applique. Est-ce que c'est un honneur pour eux que sous son régime, des choses qui n'ont jamais existé en Côte d'Ivoire puissent se faire? Est-ce qu'ils le conduisent dans l'histoire ou bien ils le conduisent par leur comportement à leurs propres intérêts pour nuire à son image? Ce que les gens oublient, c'est que nous avons quelquefois des discussions avec des partenaires européens qui s'étonnent que dans l'entourage d'un aussi haut fonctionnaire réputé pour sa rigueur, pour sa gestion, il y ait autant de gré à gré, par exemple. Ils s'étonnent. Mais ils ne vous le diront jamais sur la place publique parce que la diplomatie, c'est aussi le respect de l'autre, de façon à utiliser des formules qui soient des formules polies. Quand l'Union européenne vous sort le rapport qu'elle a sorti, avec les mots aussi forts qui ont été les siens, que l'ambassadeur convoqué dise à la présidence, moi je regrette que le rapport ait fuité, mais j'assume ce qui se trouve à l'intérieur du rapport. Mais, cher ami, il y a quand même des réflexions à faire. Moi, peut-être, nous aimons certainement trop notre pays pour espérer que ces dirigeants ne soient pas jugés de façon négative. Donc, quel que soit le chef d'État qui est là, nos critiques participent à faire en sorte qu'on dise que la Côte d'Ivoire a eu des chefs d'État qui sont de bonne qualité. Lorsque le Ghana qui est à côté de nous, qu'on disait tu es tombé comme Ghana, aujourd'hui est un exemple dans le monde. Lorsque le Rwanda, qui sort d'une crise aussi importante, en impose même aux pays européens, c'est parce qu'ils ont refusé de ramper et que leur souveraineté est importante à garantir. Maintenant, est-ce que c'est de l'intérêt d'un aussi haut responsable, quel que soit le chef d'État qui est en place dans un pays bêta, est-ce que c'est de son intérêt de faire en sorte que son pays rampe et qu'il n'ait pas autre chose à faire que ce que lui dicte l'extérieur? Son pouvoir sera peut-être protégé, mais il ne rentrera pas dans l'histoire. Et quand bien même vous faites des critiques générales, pour dire, pour rappeler une petite notion mathématique que tout le monde connaît dans la classe de 3e, par 2 points, pris séparément, il ne peut passer qu'une seule droite. Si vous prenez 2 points, il ne peut passer qu'une seule droite dans le système euclidien. Maintenant, si vous supposez que les droites peuvent se superposer, il y a donc une infinité de droites qui peuvent parler. Ça, c'est une autre chose. Quand vous dites cette vérité en mathématiques, personne ne vous redit quelque chose. Mais là que vous ramenez ces vérités en politique, vous devenez l'ennemi de certaines personnes. Pourquoi deviendrez-vous l'ennemi de certaines personnes à force de vouloir dire des vérités? À des diplomates français, nous avons posé la question suivante. Quel est l'intérêt de la France à perdre son estime et son honneur sur toute la côte ouest africaine à cause des maladresses d'un de ses dirigeants? Mais ce n'est pas nous qui le disons seulement. Vous avez par exemple des élus français qui interviennent publiquement pour dire que l'image de la France a été flétrie sur le dossier ivoirien. Alors, pourquoi ne pas développer un partenariat gagnant-gagnant? Lorsque nous étions au ministère du Commerce, les accords de Cotonou et les libres-échanges entre l'Union européenne et les ACP étaient tels que nous avions estimé que c'était des accords qui étaient de nature à démolir des filières entières. Mais quand vous dites ça à l'Européen, lui-même comprend. Je vous donne un exemple. Vous élevez des poulets dans votre village, à Daoukro, puisque nous sommes sur la radio de PDCI.
Vous dites, le poulet que j'élève, il me revient à 2500 francs de coût de production. Dans le coût de production, on met la main-d'œuvre dedans. Or, nous, en Afrique, là, nous avons le temps, nos poulets, là, nous allons au champ, nous revenons, nous trouvons les poulets, et puis nous les faisons rentrer dans le poulailler. Nous ne faisons pas que ça. C'est-à-dire que c'est une des activités que nous faisons. Et vous dites, bon, mais comme le poulet revient à 2500, le coût de production est trop élevé, je vais vous envoyer des poulets à 1500 francs. Vous envoyez des poulets à 1500 francs sur le marché. Quand vous avez fini d'envoyer ces poulets à 1500 francs, le poulet qui est produit à 2500 ne peut plus se vendre. L'éleveur qui faisait du poulet se désintéresse du poulet et va lui-même vendre du cacao pour acheter du poulet à 1500. 2 ans plus tard, le poulet qui coûtait 1500 francs, on vient de lui revendre à 4000 francs. Les accords de libre-échange n'ont servi qu'à tuer une filière. Et nombreux sont les partis politiques aujourd'hui en France ici qui ne sont pas en phase avec ces principes et qui sont aujourd'hui prêts à organiser des conférences avec nous dans le cadre des portes ouvertes de la IRD qui auront lieu dans le mois de janvier ou février en France, de la délégation IRD France. Nous, ce sont ce genre de réflexions que nous engageons pour sensibiliser à la fois et les Ivoiriens et nos partenaires européens sur la nécessité d'un partenariat gagnant-gagnant. Le fait, c'est pour l'intérêt des Français, c'est pour l'intérêt des Africains. Nous pouvons dire que parfois, le discours n'a pas suivi notre intention. Comme on le dit, la langue peut par moments trahir la pensée. Le mot peut trahir la pensée. Les Européens qui sont ici, là, ils subissent les règles de l'Union européenne. Les paysans qui sont en Ardèche, là, ils subissent les règles de l'Union européenne de façon aussi brutale que nous. Alors, essayons de mettre en place la coopération des peuples au lieu de mettre en place la coopération par les multinationales qui nous font tous du mal. C'est le discours que nous tenons aujourd'hui lorsque nous allons dans certaines universités. Et les générations qui vont remonter ensuite vont se dire, attention, nous travaillons, nous, Européens, pour les multinationales, qui travaillent contre nous, mais qui travaillent aussi contre nos frères africains. Donc, quel intérêt nous gagnons? Exactement. Vous avez les statistiques des proportions les plus riches dans le monde. Quel est le pourcentage de personnes qui détiennent 50% de la richesse du monde? Quand les gens, je ne donne pas la réponse, je veux que chacun cherche, il trouvera, comme ça il va retenir. C'est-à-dire que 50% des richesses du monde sont détenues par quel pourcentage de la population? Okay. C'est à cela que nous travaillons tous ici, sans adversité aucune envers quelqu'un. Notre objectif étant de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un modèle et que, par la qualité de ses dirigeants, par le choix de ses dirigeants, elle puisse inspirer confiance dans le monde. Et c'est par cette confiance qu'elle peut inspirer dans le monde que nous pourrons faire en sorte que nos populations tirent profit de notre gestion économique. C'est vraiment notre aspiration, ça. Merci, Monsieur le ministre. Alors, avant de vous permettre de faire votre conclusion, nous allons vous demander de vous livrer à un petit exercice que nous faisons souvent à cette émission, sans embâche. Alors, nous allons donner le nom de 5 personnalités et nous allons juste vous demander votre opinion. Votre opinion. Sur chacune ou bien? Sur chacune. Et nous allons le faire, je dis, étape par étape, une à une, en parlant des personnalités. Alors, j'aimerais commencer par Mabry Touakus, le président de l'UDPCI. C'est un frère de l'Ouest, un ami. Aucun adjectif qualificatif? Sur quoi? Sa taille? Son poids? Sur sa taille, je sais qu'on est tous d'accord que sa taille est remarquable, mais je dis sa personnalité, son charisme, ses accélérations qu'il pose, la manière dont, en tant qu'homme politique, en tant qu'Ivoirien, vous l'appréhendez. Il a su conduire son action avec beaucoup d'intelligence. Ok. C'est un homme intelligent et qui a beaucoup d'humanisme aussi. D'accord.
Alors, le second nom sur ma liste, c'est M. Guy Boni Oulaï Honoré, je crois, qui était maire PDCI de Diokwe, dont vous êtes originaire, et qui a récemment remis sa victoire au RHDP. Un commentaire? Une opinion? Si je vous disais qu'on ne parle pas les contemporains, qu'est-ce que vous m'aurez dit? Ça va toi, Non, monsieur le mais ministre, de ne pas écoutez, citer vos contemporains. non, mais vous savez, c'est des questions qui sont embarrassantes parce que Guy Boni Oulaï, c'est mon frère, c'est mon cadet. Bon, il semblerait qu'il aurait remis je n'ai pas discuté avec lui, donc je ne peux pas savoir les raisons. Tout ce que je peux vous dire, c'est une analyse par presse interposée. J'ai vu l'image de Guy Boni reçue par le président Bédier et j'ai vu son image reçue par le RHDP. Il m'avait l'air quelqu'un de plus rayonnant quand il était avec le président Bédier lorsqu'il était avec le RHDP. Ça veut dire que c'est une décision de réalisme politique que je n'aurais pas fait, que je n'aurais pas prise moi, mais que je respecte simplement, pourvu que cela lui permette de développer sa région. Mais je ne l'aurais pas fait comme ça. D'accord. Le troisième nom sur ma liste, Aboudraman Sangaré. C'est la loyauté et la fidélité faite homme et l'homme des convictions. C'est-à-dire que Aboudraman a vécu selon ses convictions, avec un esprit de loyauté et de fidélité que nul ne peut lui dénier. Et c'est le sens du sacrifice au profit des autres. C'est-à-dire qu'il s'est sacrifié pour les journalistes, par exemple. Il s'est fait chicoter sans jamais reporter la chicote aux autres journalistes pour dire pourquoi vous avez écrit ça, pourquoi me chicote. C'est un homme de devoir, tout simplement. Et d'Aboudraman Sangaré, on en voudrait beaucoup en Côte d'Ivoire. Un homme de devoir qui se contente, lui, de ne pas être devant, mais d'être au devoir. Si je le compare à un terrain de football, on dit que Sangaré, c'est le gardien du temple, mais je dis qu'au FPI, c'était le temple lui-même. C'est lui-même qui incarnait le temple, dont il était le gardien à la fois. Alors, Kone Katina. J'apprécie son courage et son sens de la vérité. C'est-à-dire qu'il est d'une région du Nord, il sait que certaines choses expliquent le rejet par ses parents de certains choix des Ivoiriens. Il assume de leur dire en face que ce que vous pensez n'est pas normal. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez, par exemple, un Américain du Sud qui se bat pour la suppression de l'esclavage. Il ne se bat contre ses propres intérêts, mais qui sait que cette bataille est une bataille légitime. Et il est aussi Tagbana, avec tout ce que cela comporte de respect pour l'autre. Merci. Merci beaucoup. J'en prends le crédit. Peut-être vous êtes... vous parlez de qui connaît Katina, c'est vous-même ou bien c'est le ministre connaît Katina? Non, du ministre connaît Katina, bien sûr. Et je prends le crédit du fait que Tagbana, je prends le crédit du commentaire que vous faites sur les Tagbana. Donc, oui, mais ça, voilà. ça ce n'est pas un jugement ethnique. C'est-à-dire que c'est un jugement fondé sur la culture. Au nord, la base culturelle, c'est le poro. Et le poro que j'ai côtoyé enseigne un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes auxquels on ne peut pas déroger. Donc, ça donne à cette population, tant qu'elle n'est pas sous l'influence d'une certaine autre culture, qui est la culture occidentale, la culture du gain, la culture de choses, tant qu'elle n'est pas sous cette influence-là, je pense que c'est une culture que j'admire. Et je suis heureux, je suis un peu le produit de cette culture, donc je me renvoie la balle aussi. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on me considère comme un Sénoué. C'est-à-dire un Sénoufo, doublé d'un ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors, le dernier nom sur ma liste, Adjoumani Kouassi Kobena, du PDCI-RDA. Je suis sous serment. Non, monsieur le ministre. Mais vous savez ce à quoi les Ivoiriens s'attendent, et surtout les militants du PDCI-RDA qui sont en ligne. Donc,
Je l'ai eu comme collègue au gouvernement et je l'observe dans la vie politique, dans ses rapports avec le PDCI et le président Bédié. Je n'aurais pas suivi la trajectoire qui est la sienne. Ceci étant, c'est un homme affable, c'est un monsieur qui a fait le Messie aussi, mais c'est aussi un Akan. Et si vous comparez les cultures Akan et son comportement, je suis un peu surpris, c'est tout. Mais je ne le juge pas. Je n'ai pas vocation à le juger. Je dis simplement que je n'aurais pas fait comme lui au regard de son parcours à l'intérieur du PDCI et du soutien dont il a bénéficié du président Bédié. Si je voulais faire comme lui, je ne serais pas en exil, quoi. Vous voyez. Bien sûr, bien sûr. Alors, monsieur le ministre, j'aimerais vraiment vous dire merci avant de vous donner l'occasion de donner votre dernier mot et dire merci aussi à monsieur Steven Ekra, qui est le délégué général de AIRD en France. Ce fut un entretien très intéressant et j'avoue que vous avez eu beaucoup de... Je pense qu'après, vous verrez vous-même les commentaires. Vous êtes beaucoup apprécié des militants du PDCI-RDA. Ben, je souhaite gagner au moins 20% à la cause de l'AIRD. Disons, Radio PDCI-RDA est une radio ouverte et pour nous, l'essentiel, c'est ce que recherche le PDCI. Oui, mais je ne crois pas que j'ai parlé seulement aux militants du PDCI, j'ai parlé aussi aux militants de l'AIRD. J'ai parlé aussi, parce que le problème que les gens ne savent pas, la population des militants de ce qu'on pourrait appeler des syndiqués politiques, elle ne dépasse pas 3%. Donc, sur votre radio, quand vous avez 100 personnes qui vous écoutent, peut-être qu'il y a 3 militants du PDCI et il y a les 97 autres qui restent, que nous devons conquérir par les arguments, par notre discours. C'est pour ça que nous, à l'AIRD, en venant sur la radio du PDCI, nous n'avons pas l'impression de servir forcément les intérêts du PDCI, mais les intérêts du pays, de la nation et de la République, quoi. Exactement. Et chaque fois que vous nous ferez l'honneur de cette invitation, nous serons présents pour répondre aux questions. Parce que ce qui est important aujourd'hui, qui est en jeu, c'est qu'il ne faut pas laisser nos jeunes générations, disons, aller évoluer dans l'opportunisme, aller évoluer dans la cupidité. Il faut qu'on leur dise, il y a des gens qui ont été des grands hommes dans ce pays. Il y a des modèles que l'on peut copier sans être obligé de copier forcément les modèles qui parviennent à des fortunes par les armes et qui a autre alternative. Parce que si vous ne leur dites pas ça, ils auront l'impression qu'il n'y a que ça comme alternative. À un moment donné, on pensait que pour être riche, il fallait épouser la femme d'un grand type à l'époque du parti unique. Il fallait épouser la fille d'un grand type à l'époque du parti unique. Et ça, les voyages des excursions étaient organisés. Et c'est à ça que je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'ai été boursier du CP1. Il n'y avait pas de bourse au CP1. Mais à l'époque, quand j'ai commencé mes études en 1963, c'est comme si on était boursier. Quand on est arrivé en 6e, on avait tout, le cahier, le livre, tout. Donc, nous, de cette génération, nous devons à notre pays beaucoup plus que les autres qui se sont battus sans bourse, sans moyens. Et ça nous pose un problème de responsabilité. Il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes là pour conquérir des voix politiques, pour conquérir des adhésions, mais nous sommes le produit de notre passé. On dit souvent l'enfant est le père de l'homme. C'est-à-dire que ce que vous avez été pendant votre enfance vous transforme par rapport à ce que vous devenez. Quand vous avez fait Korogo, quand vous avez vécu des anecdotes particulières où il n'y avait jamais de vol, et une dernière anecdote peut-être qui peut servir à expliquer pourquoi, lorsque nous rentrons au pays, notre projet, ça sera de faire une alliance historique entre les Ouai et les Sénoufo. Une alliance historique. Parce que les alliances, il y en a qui sont vieilles, mais on peut en créer de nouvelles. Notre projet, ça sera de faire une alliance historique entre les Ouai et les Sénoufo. J'étais jeune élève à Korogo, et vous savez que vers 13h, les pentades font des œufs dans la brousse. Donc, il y avait, vous savez, dans la ville, il y a les hautes herbes qui poussent. Et vers 13h, quand on revient de l'école, c'est des pentades qui appartiennent à des gens, il y en a qui sont des pentades sauvages. Quand elle pond un œuf, elle fait un bruit strident. Et on la suit sur sa place pour aller ramasser les œufs. Et un midi, je revenais de l'école du lycée Fouette-Boigny et je me suis mis à cet exercice.
Je suis allé donc, j'ai écouté le bruit strident, j'ai trouvé la pentade. Il y avait 5 œufs, j'ai pris 4 et j'ai laissé un pour qu'elle puisse continuer de pondre. Et puis au moment où je me relève derrière moi, je vois un vieux qui me tient par le collet comme ça. Il me dit, mais tu vas faire quoi avec ça? Je lui ai dit, non, mais je ramasse les œufs en brousse pour les manger. Il dit, la pentade qui pond là, c'est la pentade, c'est ma pentade qui m'appartient. Dépose les œufs. J'ai déposé les œufs et suis-moi. J'aurais pu courir pour éviter peut-être la prison. Le vieux m'a conduit chez lui à la maison. Il m'a fait attendre, il m'a donné de l'eau à boire. Il m'a donné d'abord à manger. Et il a dit d'attendre un peu. Il m'a donné des mangues. Et il a décidé de me raccompagner chez mon tuteur pour dire à mon tuteur, si vous ne voyez pas ce jeune homme, il est chez moi. Ça, c'est les valeurs de l'Afrique, ça. Quand vous partez de là, dans les années 71, et que vous arrivez aujourd'hui à ce qui se passe à Korogo, vous avez vu le recul, vous avez vu la régression que nous avons faite. Il est important que les jeunes générations le sachent. C'est pour cela que nous ne nous refusons jamais une question. C'est pour ça que nous n'avons jamais honte de dire que nous sommes nés sur une feuille de bananier et que c'est de la feuille de bananier, comme cela est écrit dans les psaumes, que le Seigneur nous a élevés pour nous porter là où il nous a portés. Mais quand le Seigneur a fait ça pour vous, qui vous a porté à cet endroit-là, votre responsabilité, c'est de tirer les autres au maximum. L'école, telle que vous la voyez, elle a été un investissement de la part de nos parents. Parce que quand on fait des enfants en Afrique, c'est pour qu'ils travaillent avec vous. Et ces enfants qui travaillaient dans les champs ont été arrachés des champs pour être mis à l'école. Leurs parents se sont retrouvés seuls pour ce travail-là. Une fois qu'ils ont réussi à l'école, ils pensent que leur devoir s'arrête à leur femme et à leurs 2 enfants. Non, c'est de retourner, non pas pour distribuer de l'argent aux gens, mais pour partager ce savoir avec les gens. Parce que le système africain de l'époque diffusait le savoir les soirs par les contes qu'on faisait, par le fait d'accompagner son père au champ et d'apprendre en même temps. C'est pour ça que le savoir s'est diffusé un peu de cette façon. Aujourd'hui, notre rêve, c'est que Dieu nous donne longue vie et que nous puissions vraiment restituer aux autres tout ce que la nation nous a donné. Et Dieu seul sait si elle nous a vraiment donné beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, je rappelle pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux que nous avions avec nous aujourd'hui monsieur le ministre Éric Kaye, président de l'AIRD. Et j'aimerais dire bonsoir très rapidement à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, Kwadjo Pierre Dibi, Yolande Kopi, Comenan Jean-Richard Kwame, Ebi Jazz, Amoin Philomène, Georgette Ney, Coco Simplice et tous les autres. Merci de nous suivre et merci à tous ceux qui nous suivent aussi sur Radio Afrique 2050 depuis les États-Unis et le Canada. Alors, monsieur le ministre, votre dernier mot avant que nous puissions clore cet échange très intéressant. Écoutez, mon dernier mot d'abord, c'est de demander pardon à tous ceux que mes propos ont pu blesser parce que j'ai peut-être manqué d'humilité ou parce que j'ai été orgueilleux sur un certain nombre de points. Mais j'avais une passion à partager et on ne peut pas la partager sans souvent donner l'impression d'être un orgueilleux. Mes propos, c'est de demander pardon à toutes les personnalités qu'on a citées. Et je suis tombé dans le piège de la radio en ne prenant pas 5 jokers, mais en les jugeant. Ce n'est pas à moi de les juger. Je leur demande pardon pour ce que j'ai pu dire. Et c'est vraiment de façon sincère que je demande pardon. Et de dire vraiment merci à tous ceux qui me font, disons, le témoignage de leur amitié constante et à dire aux Ivoiriens que le rétroviseur est plus petit que le pare-brise et que nous devons apprendre à regarder dans le pare-brise plutôt que dans le rétroviseur. Natif de Djokwe, j'ai connu par le canal de mes familles les pires souffrances et humblement, je voudrais que le Seigneur nous fasse la grande de rentrer sur cette terre-là et de parcourir les régions pour partager avec eux nos douleurs pour que la réconciliation soit beaucoup plus grande, en invitant le gouvernement à faire en sorte que les personnes non identifiées soient maintenant identifiables de façon à mettre fin à l'impunité qui aggrave le clivage entre nous et qui crée un cycle de vengeance que l'on ne saurait, qu'il faut arrêter. J'ai une profonde reconnaissance pour la région de Bundiali, de Korogo du Nord, qui m'a donné la formation, l'éducation qui est la mienne, où je compte beaucoup d'amis. Et j'ai trahi un secret en disant que mon rêve aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, avec tous les chefs coutumiers, avec ceux de mes amis qui ont encore de l'influence dans le Nord,
une grande alliance puisse se créer au nord de ce que j'ai reçu de cette région du Nord, puisse se créer entre le Nord, ce nous faut, et l'Ouest, ouais. En disant aussi que à Guitrizon, déjà, un petit bâtiment portera le nom du patriarche Peleforo Gon Koulibaly. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. J'ai eu beaucoup de plaisir à présenter cette émission. Je voudrais lire le dernier commentaire sur la page Facebook de Radio PDCI RDA. Il est de Mademoiselle Kofi et il dit « Radio PDCI RDA, vous devez faire une autre émission avec le ministre parce qu'il est très bon pour la réconciliation. » Je crois que cela dit tout. Monsieur le ministre, merci d'être passé sur Radio PDCI RDA. Je suis Emmanuel Katina et je m'engage à arriver à des élections apaisées en Côte d'Ivoire en 2020. Merci à vous et merci à mes frères et sœurs du PDCI RDA. Et merci à tous les Ivoiriens. Merci. On peut couper? Nous sommes toujours en direct, monsieur le ministre. Ah, 30 secondes. Bon. On ne vous voit pas, on vous entend, mais on ne vous voit pas. Donc, C'est bon, c'est fini au direct, non, M. Katina? 5 secondes. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, on n'est plus en direct. Ok. Bon, merci à M. Katina. Merci pour l'entretien. Et on compte sur vous pour m'écouter, M. Katina. Oui, je suis là. Je vais m'assurer que le direct est levé. Je vais vérifier que... Faut pas que... Voilà, ok, c'est bon. Là c'est clair maintenant que c'est... Ok. Okay. Merci beaucoup, monsieur K. Oui, monsieur K, vous étiez en train de dire... Bon. Oui? Je suis encore prêt pour une nouvelle invitation. Hein, si vous voulez encore inviter monsieur le ministre pour un autre débat. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on va programmer quelque chose peut-être disons en janvier. Oui. Janvier ou en février, on va... Mais dès qu'il y a une actualité je dis, s'il y a quelque chose qui nécessite qu'il soit là ou bien pour laquelle vous pensez qu'il faut qu'il intervienne, bon, vous me faites signe, quoi. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Et puis, on va reprendre les débats à plusieurs sûrement la semaine prochaine. Donc, je vais vous envoyer les informations comme d'habitude. D'accord, ça marche. Ok. Ok. Bon, ben. En tout cas, merci beaucoup. C'est dommage, on a eu une interruption. Donc, ça fait qu'il y aura 2 vidéos. Et quand c'est comme ça, ça divise le nombre de vues. Mais c'était vraiment bien parti. On avait près de... Ah oui, j'avais vu qu'on était à 75 vues. Là. À un moment donné, j'en étais jusqu'à 75 vues. Et puis après, boum, c'est tombé. On est monté jusqu'à 96. Ah, d'accord. On est monté jusqu'à 96, oui. Pour un dimanche, c'est pas évident. Hein? Ah, vraiment, c'est... Ok. Ouais. Malheureusement, on aura 2 vidéos. Et quand c'est comme ça, ça divise les vues. Mais bon, c'était très intéressant. D'accord. Bon, ben, je vous remercie, M. Katina. Merci beaucoup. Ok. Ouais. On garde le contact. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.